Bonjour chers internautes de Droit Plus Télévision, une fois encore nous sommes là pour cette partie réservée à l'interview. Aujourd'hui nous allons nous entretenir avec Maître Carlos Ngouampiti, il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, il est aussi en master en criminologie environnementale et puis économique à l'université de Kinshasa bien sûr. C'est avec lui que nous allons essayer de parler d'un sujet aussi sensible à ce qui concerne notre système juridique ou juridictionnel en République démocratique du Congo. Bonjour Maître Carlos. Bonjour cher ami. Comment vous allez? Ça ira. Aujourd'hui nous parlons sur ce système qui est instauré dans les différentes cours et tribunaux en République démocratique du Congo qu'on appelle visa. C'est quoi ce phénomène visa aujourd'hui? Parce que c'est une émission qui est suivie par tout le monde, même les gens qui ne sont pas du domaine donc des juristes. Merci pour la question. En fait, les concepts visa renferment beaucoup de définitions selon le lexique juridique ou des termes juridiques. Lorsque nous sommes en matière de procédure civile, par exemple, on dit le visa, c'est une simple mention apposée avec l'indication de la date sur l'original et sur la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce ou document, communiqué, attestation, que la formalité exigée par les textes a bien été accomplie. Alors, dans les pratiques judiciaires, il s'est fait que il y a ce qu'on appelle visa. C'est un paraphe que les chefs de juridiction ont instauré. Bon, s'il faut parler des chefs de juridiction, c'est trop exagéré. Il faut peut-être parler de les autorités judiciaires. S'il faut parler des CSM, peut-être dans leurs assises, ont jugé bon d'instaurer ce système qu'on appelle les visas. Les visas, c'est un paraphe, comme je l'ai dit, que le chef de juridiction appose sur un projet de jugement ou d'arrêt ou d'ordonnance que les juges qui ont siégé dans une affaire doivent prononcer. Est-ce que c'est nécessaire, avant d'aller dans d'autres questions, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces visas pour dire les droits ou conclure une affaire? Non, je pense que la question serait peut-être de savoir est-ce que c'est légal? Oui. Alors, je dirais, lorsqu'on parle de la légalité, effectivement, on fait allusion à la loi. Est-ce qu'il y a une loi qui prévoit ça de manière expresse? Je dirais non. Non, parce que les cours et tribunaux sont régis par la loi organique. La loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Lorsque vous lisez cette loi, du début à la fin, vous ne trouverez pas une seule disposition qui prévoit les visas qui est aujourd'hui appliquée par les différents chefs de juridiction. Cette pratique n'est pas prévue. Est-ce que c'est depuis quand cette pratique a été instaurée? Ça fait déjà plus de 2 décennies, sauf erreur de ma part, que cette pratique a été instaurée. À la base, c'était pour, disons, la motivation qui a été utilisée, c'était pour permettre aux chefs de juridiction qui sont expérimentés par rapport aux autres magistrats qui viennent d'arriver, de pouvoir bien les encadrer, la formation, et surtout uniformiser la jurisprudence. C'était ça l'objectif. Oui. Alors, lorsqu'on vous parle de cet objectif, vous trouvez qu'effectivement l'idée est bonne. Oui. Mais en réalité, c'est en violation de la loi. Oui. La loi organique que je viens d'évoquer tout à l'heure. Parce qu'à son article 41, sauf erreur de ma part, on dit une affaire qui est prise en délibéré, en fait, la loi dit les délibérés sont secrets. Donc ça signifie que lorsque l'affaire est prise en délibéré, une tierce personne ne peut pas prendre connaissance du fond de ces dossiers-là, en dehors de magistrats qui ont siégé dans l'affaire. Donc ils sont tenus par les secrets des délibérés. Et donc lorsqu'on instaure ces principes, on n'a pas fait une exception que le chef de juridiction soit-il peut connaître les fonds du dossier. Donc lui aussi ne peut pas connaître les fonds du dossier parce qu'il n'a pas siégé dans l'affaire. Donc les affaires qui sont prises en délibéré sont réputées secrètes jusqu'à leur prononcer. Est-ce que maître, on peut dire aujourd'hui carrément que le phénomène visa est une forme de corruption? Forme de corruption, je dirais indirectement oui. Indirectement oui, pourquoi? Parce que souvent, dans des procédures de prise à partie ou dans des procédures disciplinaires,
il arrive à ce que le magistrat vous dise, les magistrats qui est poursuivi disent, bah, écoutez, voilà, c'était pas mon point de vue. Ce point de vue nous a été imposé par le chef. Alors, malheureusement, lorsque vous le dites, ça ne doit pas vous disculper. Parce que vous êtes le seul auteur de cette œuvre-là. Lorsque vous lisez les dispositifs du jugement, vous ne trouverez pas les noms du président du tribunal qui a émis un avis. Lui, son avis se limite tout simplement à influencer peut-être la décision qui sera prononcée. Sur la forme, voire même au fond. Donc, lorsque j'ai dit oui, ça peut être une forme, je préfère utiliser l'adverbe de doute, ça peut être une forme de corruption parce que les chefs de juridiction aujourd'hui arrivent à imposer leur point de vue. Et dans la pratique, passez-moi l'expression, les avocats qui recourent à ces pratiques ou les justiciables qui recourent à ces pratiques préfèrent aller voir le président du tribunal directement parce qu'ils savent qu'il a un avis à donner dans les dossiers et en réalité c'est un droit de veto parce que c'est son avis qui sera passé, qui sera adopté. Vous voyez? Alors, pourquoi on disait que c'est une forme de corruption? C'est parce qu'effectivement, beaucoup de justiciables préfèrent aller voir le président du tribunal et celui-là va imposer son point de vue. Ça sera adopté par la composition. Deuxièmement, si je peux continuer, vous verrez que la plupart des chefs de juridiction ne siègent plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils évitent des prises à partie, ils évitent des actions disciplinaires. Ils savent qu'au finish, le dossier leur sera soumis. Et les juges maintenant se comportent comme un chien de chasse parce qu'ils savent que lorsque je vais amener les jugements là-bas, il faut que cela soit accompagné des pièces de nos côtés. Voyez-vous? Alors donc voilà, nous disons, ça peut être considéré aujourd'hui comme une forme de corruption, du fait d'abord de son caractère illégal, parce que ce n'est pas prévu par la loi, c'est une pratique qui viole les secrets des délibérés, et je ne vois pas un intérêt que peut avoir un chef de juridiction d'appliquer une pratique qui est contraire à la loi, s'il n'est pas motivé par un élément extérieur. Maître Carlos, vous êtes parmi les avocats qui aujourd'hui combattent la corruption au milieu de votre profession. Est-ce que avez-vous personnellement dénoncé ce phénomène visa? Oui, je me souviens avoir dénoncé une fois par une lettre ouverte adressée à certaines autorités du pays, surtout du secteur judiciaire, pour démontrer que cette pratique était en violation manifeste de la loi. Alors, malheureusement, dans notre pays, souvent lorsque vous dénoncez auprès des autorités qui elles-mêmes déjà endossent indirectement cette procédure, vous ne trouverez pas d'issue. Mais nous avons fait notre travail en tant que citoyens en dénonçant ces antivaleurs. Donc voilà. Mais vous avez eu aussi des réactions, encore des feedbacks par rapport à votre requête? Oui, oui. Vous savez, dans tout principe, il y a toujours une exception. Ce n'est pas tout le monde qui est corruptible. Hein. Donc, pour ceux qui sont conscients qu'effectivement c'est une pratique illégale, nous ont contactés pour nous féliciter, pour nous faire certains amendements, afin de modifier notre façon de voir les choses. Et donc, oui, effectivement, il y a des gens qui ont réagi. Oui, positivement ou négativement. Par rapport à cette pratique visa, est-ce qu'il y a-t-il des sanctions qui sont prévues par la loi pour ceux qui, au moins, qui pratiquent la pratique visa? Sanctions? Non, il n'y a pas une sanction, mais il s'est fait que les magistrats qui se laissent, hein, ou qui obtempèrent aux ordres manifestement illégaux de leur chef, sont poursuivis en procédure de prise à partie. Ils sont poursuivis en procédure disciplinaire et là, ils ne sauront pas se prévaloir de leur turpitude. Parce que effectivement, on dit que le juge est soumis à la seule autorité de la loi. Lorsque vous lisez l'article 150 de la Constitution. Donc, s'il y a une hiérarchie, s'il y a un ordre à recevoir, c'est par rapport à la loi. Que dit la loi? Si la loi vous donne la possibilité d'obtempérer à un visa, tant mieux. Mais si la loi n'a rien prévu, soumettez-vous à la loi et non à la hiérarchie. Donc voilà. Est-ce que quelque part aussi, les gens qui font cette pratique, ils ne sont pas interpellés personnellement par rapport à ça quand ils soumettent leurs décisions au président des cours des tribunaux? Oui, mais c'est une question que vous devez poser aux juges, aux acteurs qui obtempèrent ou qui pratiquent, comment dirais-je, qui appliquent ces visas-là. Il faut leur poser la question parce que comment voulez-vous un juge qui est conscient que la procédure qu'ils sont en train d'entreprendre est illégale? Mais ils le font quand même. Alors, comme je l'avais dit au début, le visa a été instauré pour permettre
aux anciens juges expérimentés d'encadrer, n'est-ce pas, les nouveaux magistrats qui arrivaient. Deuxièmement, c'était pour uniformiser la jurisprudence. Vous comprenez? Donc, parce qu'on suppose que le président du tribunal a quand même une expérience importante par rapport à ce qui arrive dans la profession de la magistrature. Alors, ce qu'ils ont oublié dès le début, c'est que en permettant à ces chefs de juridiction d'avoir accès, n'est-ce pas, à un projet de jugement qui doit être prononcé, d'avoir un droit de veto, d'avoir un avis à émettre, c'était déjà en violation de l'article 41 que j'ai évoqué de la loi organique portant organisation et fonctionnement des gestions de l'ordre judiciaire. Ok? Oui. Donc je continue. Donc, on pouvait comprendre que cela puisse se limiter par exemple au tribunal de paix, à la limite au tribunal de grande instance. Mais je vous informe que cette pratique est permanente devant la Cour de cassation, devant la Cour d'appel, devant la Cour constitutionnelle, devant les conseils d'État. Pour preuve, dernièrement, vous avez vu la lettre du président du Conseil d'État, le professeur Vundoawe. Il a répondu clairement à l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires qu'il endossait la décision telle qu'elle est rendue par les magistrats du Conseil d'État parce que c'était avec son autorisation. Donc là, c'est déjà une preuve palpable qui démontre que l'indépendance du juge est entachée, l'indépendance du juge est menacée. Le juge est indépendant dans la mission de dire le droit. Donc, il ne peut pas recevoir un ordre du président du tribunal soit-il, du président de la République soit-il. Il est indépendant dans sa mission de dire le droit. Voilà. Je pense que c'est la plus intéressante et la plus pertinente. Ce que nous proposons, premièrement, d'abord, c'est la suppression carrément de ces pratiques. Parce que les différents juges en payent le prix devant les procédures prises à partie et puis les procédures disciplinaires. Là, c'est de 1. De 2, nous demandons aux magistrats d'être courageux, de n'avoir peur de rien. C'est de refuser d'aller soumettre leurs décisions auprès de leurs chefs. La seule hiérarchie qu'ils doivent respecter, c'est la loi. Et ils sont tenus par les secrets délibérés, comme je l'ai dit tantôt. Ils sont indépendants dans leur mission de dire les droits, conformément à l'article 50 de la Constitution. Donc ils n'ont rien à voir, en fait, ils ne doivent pas avoir peur de... je sais, souvent les juges obtempèrent ou acceptent ces pratiques parce qu'ils savent que si je me rebelle, si je ne soumets pas mon jugement auprès du chef, je ne serai plus aligné. Donc on va m'écarter et je n'aurai plus de dossiers à traiter. Mais alors, acceptez de vivre avec votre salaire. Ou soit vous avez un intérêt particulier lorsque vous acceptez de siéger et d'aller soumettre vos décisions auprès d'un chef alors que la loi ne le permet pas. Si effectivement le magistrat vit de son salaire, si vous refusez, si vous n'êtes plus aligné, on ne va pas vous priver votre salaire, vous aurez droit à votre salaire. Alors, commencez par refuser, n'est-ce pas, d'aller soumettre votre décision auprès de vos chefs parce que c'est une pratique qui n'est pas reconnue par la loi. Personnellement, avez-vous pas peur de tout ce que vous venez de dire par rapport à ce phénomène? Avoir peur, parce qu'ici, c'est la science. Nous discutons sur une question de droit. On a peur, on doit avoir peur de quoi? On n'a attaqué personne. Nous avons débattu sur une question qui est d'ordre général. C'est une pratique qui est illégale. Je pense que, par contre, ce sont ceux qui appliquent ces pratiques illégales qui doivent avoir peur parce que là, effectivement, nous les dénonçons ouvertement. Donc, je n'ai peur de rien, mais je n'aimerais pas être complice de mauvaises pratiques. Si vous pouvez terminer, vous pouvez donner plutôt une explication d'une manière générale pour ceux qui ne sont pas initiés dans ce domaine du droit. C'est quoi les visas pour terminer aujourd'hui? Vraiment, oui. Il faut dire que d'abord, la pratique des visas telle qu'elle est instituée aujourd'hui devant nos cours et tribunaux est illégale. C'est une pratique qui est bancale, elle est illogique. Oui. Deuxièmement, c'est une pratique qui n'est pas enseignée à l'université. Aujourd'hui, lorsque vous demandez à un étudiant, c'est quoi les visas que les chefs de juridiction apposent dans les différents jugements, ils ne vont pas connaître cela parce que ce n'est pas enseigné à l'université. Donc voilà. Pour moi, je propose que les magistrats, les juges et différents juges puissent s'abstenir, n'est-ce pas, de soumettre leurs décisions à leur chef. Parce que c'est en violation manifeste de l'article 41
qui garantit les secrets des délibérés. Troisièmement, il faut noter que les visas, effectivement, il y a une possibilité, n'est-ce pas, aux différents cours et tribunaux, de discuter sur des questions de droit qui apparaissent difficiles. C'est lors des plénières. Les plénières sont reconnues par la loi. C'est-à-dire que chaque tribunal ou chaque cour a la possibilité, une fois la semaine, d'organiser des plénières afin de discuter sur des questions de droit qui peuvent apparaître difficiles à résoudre. Il est aussi reconnu à une composition qui a pris l'affaire en délibéré, qui se trouve devant une difficulté, de solliciter auprès du président du tribunal de convoquer la plénière afin que cette question-là soit soumise au débat. Et ils peuvent, dans une plénière, lever l'option sur une question qui se pose. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous lisez la loi dite foncière, à son article 227, on vous dit les certificats d'enregistrement, en fait, les droits qui sont constatés dans un certificat d'enregistrement sont inattaquables après 2 ans. Ça, c'est un principe qui est connu de tous. Alors, le juge peut se retrouver devant un certificat d'enregistrement vieux de 2 ans. Mais il s'est fait que les sous-bassements qui a permis l'obtention de ce certificat-là n'est pas clair et frauduleux, par exemple. Est-ce que ces principes peuvent s'appliquer dans les cas d'espèce ou pas? Vous voyez, c'est une question difficile qui a fait l'objet de débats. Et la composition peut soumettre une telle question à la plénière, sans pour autant donner le contenu du dossier, sans pour autant citer le nom des parties. Mais on discute sur la question et ils se font une idée qui pourra leur permettre d'orienter leurs décisions. Donc, il y a possibilité de discuter sur des questions, d'uniformiser une jurisprudence lors des questions qui sont débattues dans les différentes plénières. Oui, maître, nous avons compris, mais vous avez parlé aussi, peut-être une dernière question, de ce qu'on appelle des prises à partie. C'est quoi cette procédure? La procédure des prises à partie est prévue par la loi devant la Cour, la procédure devant la Cour de cassation. Alors, la prise à partie, c'est lorsque un jugement a été rendu, ou un arrêt, ou une ordonnance, laquelle décision est entachée de dol, où il y a déni de justice. Alors, le dol est sanctionné par la procédure de prise à partie. Ça signifie que la partie qui est lésée par cette décision dolosive peut saisir la Cour de cassation pour obtenir l'annulation de cette décision et la condamnation du magistrat qui a rendu cette décision-là, et la République qui également peut être condamnée comme civilement responsable. Alors, la conséquence, c'est que lorsque un magistrat est condamné à prise à partie, il faut saisir maintenant la chambre disciplinaire. S'il est également condamné, il devait candidater à la révocation. Donc voilà. En quelque sorte, clair. Un magistrat qui est condamné dans les dols, ça veut dire quoi pour des gens qui sont... En fait, ce sont des manœuvres que utilise un juge pour donner l'apparence à une décision. Donc, lorsque vous lisez la décision, vous voyez, apparemment, c'est vraiment, la motivation est vraie. Mais en réalité, il a soit violé la loi sciemment, soit il l'a ignoré. Vous voyez? Donc, ce sont des manœuvres qu'un juge utilise dans un jugement pour donner l'apparence à un vrai jugement. Mais en réalité, il a utilisé des manœuvres, il a utilisé des astuces, de la malice pour pouvoir comment dire, motiver sa décision. Voilà. Et déni de justice, c'est lorsque un magistrat refuse de dire les droits. D'une manière délibérée. Il refuse de dire les droits, il est dans les délais de se prononcer, il ne veut pas les faire, vous les sommez, il ne réagit pas, il tombe dans les délits de justice. Et vous pouvez initier la prise à partie. Pour les juges des sièges, en fait, pour les magistrats du siège, c'est dans leur jugement. Pour les magistrats du ministère public, c'est dans leurs procès-verbaux. Vous voyez, on peut également commettre un dol dans un procès verbal. Et parce que là, la loi dit tout magistrat peut être pris à partie. Ça signifie que les magistrats du siège et les magistrats du parquet peuvent être pris à partie. Prise à partie, ça veut dire qu'ils peuvent aussi être sanctionnés par la loi. Bien sûr, oui. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Alors, c'est comme je l'ai dit tantôt, les avocats, les magistrats, les justiciables doivent faire un effort de s'abstenir à toutes ces mauvaises pratiques. Vous savez que dans un procès, si aucune des parties ne va visiter la composition, le juge, il y a plus de chances de bien dire les droits. Souvent, ce sont les avocats, les justiciables qui vont vers le magistrat. Et j'ai toujours dit au magistrat de résister.
c'est de refuser ces tentations. Ou soit c'est de les dénoncer. Dans tous nos cours et tribunaux, il y a toujours des bureaux des inspecteurs judiciaires à côté. Lorsqu'un avocat vous amène de l'argent, lorsqu'un judiciaire vous amène de l'argent, faites intervenir un inspecteur qui va constater ça dans un procès verbal. On organise un procès en flagrance et vous verrez que pour les avocats, ils vont s'abstenir, ils vont éviter de continuer à pratiquer, de continuer à appliquer la corruption parce que non seulement ils seront sanctionnés par les conseils de l'ordre, parce que chez nous là on ne badine pas. Donc nous devons tous faire un effort car c'est la justice qui élève une nation. On ne peut pas élever une nation avec des antivaleurs, avec des mauvaises pratiques. Ça ne nous coûte rien de respecter ce que la loi nous recommande de faire. Voilà. D'accord, Maître Carlos, nous sommes arrivés à la fin déjà de cette interview. Nous avons eu Maître Carlos avec lui. Nous avons parlé de ces phénomènes visa dans des cours et tribunaux, mais aussi il nous a expliqué un peu ce qu'on appelle la prise à partie. Chers internautes des 3 Plus Télévision, on se retrouve très bientôt pour notre interview qui va se suivre très bientôt aussi, peut-être avec Maître Carlos ou avec d'autres sujets d'actualité bien sûr.